C'est parti pour 45 minutes de débrief de l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par les intenses activités déployées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en Belgique et à New York. On va revenir dans cette émission sur son intervention dans l'émission internationale sur TV5 Monde et aussi du haut de la tribune de la 114e Assemblée générale de l'ONU. Les députés provinciaux du Congo central ont refusé de livrer Atou Matubwana à la justice. Ils l'ont exprimé à travers un vote et on va voir dans cette émission quelle sera l'issue de cette affaire. Et on va terminer par le décès de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, qui est décédé jeudi à l'âge de 86 ans. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir sur ce plateau 3 juristes. D'abord, Maître Odia Arlette de la coalition CASH, mais plus précisément du parti politique Dynamique Congo Uni. Bonjour. Bonjour. Maître Odon Bongambo de la coalition Lamouka. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Maître Jonathan Ngwele pour l'amour du Congo PAC. Bonjour. Bonjour madame et voilà. Bonjour à mes co-débatteurs. Avec vous, on va devoir décrypter l'actualité de la semaine. Je vous en parlais, 2 sorties médiatiques du président de la République, l'une dans l'émission internationale et l'autre du haut de la tribune de la 114e Assemblée générale de l'ONU. Alors, au cours de l'émission internationale, on a compris entre les lignes que le président de la République privilégie plus la paix, c'est ce qui l'intéresse. Et il dit, au nom de cette paix-là, il va mettre de côté certaines choses. Maître Ngwele Jonathan, qu'est-ce que vous en pensez? Merci madame. D'entrée de jeu, je m'avais adressé mes sincères condoléances aux familles de peuples congolais qui chaque jour sont tués à Béni. Cela est justifié par le fait que vous m'avez trouvé avec un brassard noir. C'est pour dire que nous en avons marre de tous ces décès, jour après jour, nuit après nuit. Des gens nous informaient qu'hier, au Touélé, il y a 30 personnes qui ont été décapitées. Cela nous ahurit et ne nous laisse pas mot dans la bouche. À la question de la déclaration ou les aveux faits par le chef de l'État, moi je me dis, et c'est comme je n'ai cessé de le dire, les cabinets du chef de l'État ne l'aident pas. Simplement parce que le chef de l'État a milité pendant 37 ans, comme il ne cesse de le dire, pour qu'une justice soit établie. Et je trouve mal qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions nous taire face aux atrocités commises dans notre pays, notamment tout ce que nous avons connu comme mort. C'est pourquoi j'inviterai à la simplicité, à la sagesse du chef de l'État, que dans les jours à venir, il y a de ces discours qu'il ne faut pas tenir ou il ne faut pas dire simplement pour plaire aux auditeurs ou aux téléspectateurs, mais il faut penser aux âmes de Maître Ngwele, quand il privilégie la paix, pour vous, c'est mauvais ça? Madame, il n'y a jamais eu de paix sans justice. Dans ces pays, nous avons eu des commissions ou des comités qu'on appelait paix, réconciliation et justice. Il faudrait que certaines personnes répondent et sur base de ces procès-là, certains seront enseignés. Je vois mal aujourd'hui que vous demandez à la famille de Rossi Mukendi de ne jamais attendre le jugement de leurs frères, de ne jamais attendre le jugement de Thérèse Kapangala. Là, ça nous fait très mal. Nous voudrons que la justice agisse et que la justice soit présente. Odo Bongambo. Bon, je crois, merci beaucoup. Ce que moi j'ai fait comme constat, tout d'abord, je me dis que la sortie du président, ça montre qu'on a eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été préparé à exercer les fonctions présidentielles. Félix Tshisekedi n'a pas été préparé pour ça. Donc, c'est quelqu'un qui a... À votre avis, qui a été préparé pour ça? Je crois que maintenant, nous sommes en train de parler de Félix Tshisekedi, mais si vous autorisez que nous parlions d'autres personnes, on a vraiment tout le temps de les faire. Et donc, Félix Tshisekedi n'a pas été préparé pour exercer les fonctions du président de la République. Regardez sa façon de parler et regardez ses sorties médiatiques et analysez les contenus de ce que le président déclare. Dans tout ce qu'il a dit, c'est que j'ai compris, parce qu'il est apparemment à la recherche du sensationnel, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il cherche, ces messieurs? On sait déjà qu'il est président. Et vous savez, il nous pousse même à regretter Kabila. Moi, je me dis que même si Félix remettait le pays à un niveau très reculé, il ne m'arrivera jamais de regretter Kabila. Mais il commence à nous pousser à regretter Kabila.
Pourquoi il fait ça? Cet article interdit à tout le monde, président soit-il. Ce n'est pas que quand vous êtes président, vous pouvez vous permettre tout. Cet article interdit à tout le monde de s'ingérer dans une affaire judiciaire qui est en cours. Et tout le monde sait que... Il me semble que le président a dit qu'il ne va pas interférer. Madame, le président, il n'a pas seulement interféré, mais il a tranché. Le président a tranché. Quand déjà le président déclare publiquement que son directeur de cabinet n'a pas détourné l'argent et que c'était une affaire de rétrocommission. Mais non seulement ça. La portée de la notion de rétrocommission telle que expliquée par le président, ce n'est pas ça. Vous me répondez à une question que moi je ne vous ai pas posée. Attendez madame, lorsque vous avez par exemple... la question sur la paix. Lorsque par exemple le président, qui déclare que la rétrocommission au Congo, donc en droit positif congolais, ne constitue pas une infraction. Mais moi je me dis que c'est très grave. Lisez l'article 146 du Code pénal congolais. Et vous comprendrez simplement que c'est de l'infraction. Merci Oda Bonga. Merci Oda Bonga. Même si et que si on les condamne pour ça, que moi je ne vous ai pas posée, ne sera plus éligible. Ça, merci, vous le savez déjà. Merci Oda Bongambo. Maître Odia, le président dit qu'au nom de la paix, il va peut-être mettre certaines choses de côté pour privilégier la paix. Est-ce que ce n'est pas une attitude laxiste, ça? Pas du tout, madame. Le président n'a nullement dit qu'il ne tiendrait pas compte de tout ce qui est passé. J'aimerais utiliser le terme par lui prononcé, c'est lui de ne pas fouiner dans le passé. Ce n'est pas pour autant dire que les personnes qui ont commis des crimes ne pourraient être poursuivies. Parce que le président de la République a mis un accent sur l'intérêt qu'il y a, non seulement à promouvoir la paix, mais surtout à se concentrer sur le travail pour l'intérêt du peuple. Il a précisé dans son discours en disant que la population congolaise, le peuple congolais, se soucie toujours du fait que la RDC est l'un des pays riches, le plus riche au monde, sur les plans du potentiel. Mais il n'arrive pas à comprendre comment se soigner est compliqué, se nourrir est compliqué, se vêtir, même les besoins les plus primaires sont difficiles à être... un luxe. Deviennent un luxe. Et c'est là où il aimerait s'apaisantir. Madame, il faudrait comprendre par là que le président de la République veut responsabiliser tout le monde. Il ne faudrait pas penser que tout le travail doit être fait par lui. C'est pour cette raison qu'il y a des institutions de la République, il y a des services, des entreprises, ainsi de suite. C'est pour dire que nous avons tous une tâche pour ce pays. C'est ainsi qu'il a précisé dans son discours qu'il a tenu devant la diaspora pour dire que Tobo Sanate, le peuple d'abord, il n'est pas qu'à lui, en tant que président de la République, de s'en souvenir. Nous devons tous nous en souvenir. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des crimes qui ont été commis. Dernièrement, nous avons assisté à la messe de Requiem à l'intention de victimes du 19, 20 et 21 septembre. C'est pour dire qu'il y en a de ceux qui ont payé de leur sang, de leur vie, pour l'arrivée de la démocratie, pour l'état de droit dans notre pays. Et cela mérite un certain traitement. Mais le procureur général est là. Les familles de victimes peuvent bien relancer toutes les procédures. Ce n'est pas qu'il faudrait toujours attendre ces actes ou ces actions du président de la République. Et c'est là qu'il veut préciser en disant que lui, il va s'atteler sur le bonheur du peuple congolais. Mais sans toutefois... Est-ce que c'est la paix qu'il privilégie ou c'est plutôt son pouvoir qu'il veut maintenir? C'est bien entendu la paix. Et il l'a précisé, parce que dernièrement, il a fait tellement de sorties médiatiques. Ce n'est pas à la recherche du sensationnel, comme il venait d'être soutenu tantôt. C'est simplement pour rassurer la population. Vous savez, au discours
d'investiture du Premier ministre, il avait relevé le fait que le peuple congolais aujourd'hui n'a plus tellement besoin de discours, il a besoin du concret. C'est bien vrai. Mais le Congolais a un cœur meurtri. Il a gardé les cicatrices d'un passé très récent. Vous voyez? Et avant de passer à l'acte, il faudrait lui rassurer, déjà par des paroles. Parce que si on veut aujourd'hui, ou après 5 ans, on va devoir sanctionner, on va devoir passer aux élections. Mais ce sera sur base de quoi? Sur base du fait que les promesses, ou alors les discours tenus par le président de la République, ont été, oui ou non, respectés. C'est ainsi, madame, qu'on ne peut pas empêcher au président de la République le fait de tout le temps entrer en contact avec sa population, parce qu'il a des cicatrices à penser, il doit rassurer le peuple et se mettre au travail. Merci, Maître Odia. Une autre sortie médiatique, c'est à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État a pris la parole jeudi. Alors, Maître Ngwele, d'après vous, quel a été le point saillant de ce discours de Félix Tshisekedi jeudi? Madame, je suis ébahi d'entendre ici dire que le président de la République doit continuer avec des sorties médiatiques pour rassurer sa population. Madame, j'ai conclu que dans les caches, il y a des gens qui ne veulent pas voir le président Félix ici. Et je vais les démontrer. Madame, de par la Constitution, les chefs de l'État et les commandants suprêmes. J'ajoute, les magistrats suprêmes. Donc c'est lui et son gouvernement qui définit la politique de notre justice. Si le président dit qu'il ne va pas fouiller, vous allez me dire que le juge va simplement avoir le courage parce que le commandant suprême a déjà dit. Non, madame. Non. Le président définit et les gouvernements ainsi que les institutions d'appui exécutent. Non. Nous voulons voir le président Félix réussir. Et cela commencera par nous déférer devant les causes des tribunaux, les gens qui sont cités dans les rapports mapping, les gens qui sont cités dans différents rapports des Nations Unies. Madame, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des généraux qui ont été cités, preuve à l'appui, mais qui n'ont jamais été inquiétés? Peut-être j'informe à mon co-débatteur de la gauche. Je l'informe. Vous savez aujourd'hui, il y a des gens qui doivent à l'État congolais. Mais le chef de l'État dit, les crimes économiques, nous n'allons pas y toucher. Madame, l'argent de mon peuple va où? La première de questions. Et devant la tribune des Nations Unies, c'est là où j'ai senti mon président parler. J'ai toujours milité pour la réduction des effectifs des Nations Unies, de la MONUSCO, en RDC. Pourquoi je l'ai dit? Le nombre pléthorique de ces éléments affaiblit nos FARDC. Pourquoi? Ils se disent que ces éléments-là gagnent beaucoup plus que nous. Ils doivent travailler à notre place. Mais le président dit, ils peuvent rester, mais on doit réduire le nombre. Là, je suis d'accord. Parce qu'on réduit le nombre, on privilégie les nôtres et on améliore les salaires. Là, j'ai entendu mon président parler. Quand le président dit qu'il ne s'agirait pas ici d'appréhender les richesses de la RDC, mais plutôt de les exploiter et de les exploiter au profit de mon peuple. Là, je suis content parce que c'est mon président qui parle. Mais je ne suis pas content quand mon président dit on ne fouille pas dans le passé. Non, le passé nous renseigne et nous permet de préparer l'avenir. J'étais dans la messe. Et je me suis même rendu jusqu'au sépulcre où se trouve Rossi Mukendi. Madame, Rossi a un enfant. Et il attend son jugement pour dire oui, mon père a été jugé. L'histoire de mon père est connue. Tel fait la prison pour avoir ôté la vie à mon père. Merci, Maître Ngwele. Je comprends que pour vous, le point qui vous a plus intéressé dans ce discours, c'est la réduction de l'effectif de la MONUSCO. Et vous, Maître Bongambo, qu'est-ce qui vous a intéressé le plus dans ce discours? Je crois que j'aimerais d'abord que Madame Nassi puisse nous préciser. Madame Arlette Odia. Madame Arlette, voilà, Madame Arlette Odia puisse nous préciser. Quand par exemple elle dit que les martyrs méritent un traitement, c'est lesquels? Et je me dis que vous prenez un risque, madame. Parce que vous êtes en train de contredire les propos du président. C'est que moi j'ai compris. Le président a déjà tourné la page. Pour le président, Rossi est mort, Nabuzo Banaye. Pour le président, Luc Kouloufa est mort, Nabuzo Banaye. Thérèse Kapangala, c'est la même chose. C'est ça le langage du président. Je crois que c'est très clair.
Ça, c'est votre compréhension, Et Maître puis, Bongambo. en plus, vous savez, hein, Ça, c'est votre compréhension. madame, je commence à être très mal à l'aise quand je débat avec les gens du cash. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, et ils sont en train d'emboîter les pas du président. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi, quand il parlait, vous l'entendez jamais parler de chiffres? Jamais. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas, on ne parle pas de chiffres. On n'évoque pas les questions des politiques publiques. Il a été élu pour ça. Il faut nous dire, il est venu trouver les pays avec un budget de 4 milliards. Il a l'intention de l'amener à combien pour la première année? Et puis pour les quinquennats, il faut nous expliquer techniquement ces choses. Oda Bongambo, vous voulez que je vous rappelle la question? On ne prend pas les mandats pour chaque fois faire du buzz, faire du sensationnel. Et même les jeunes gens ou les jeunes dames, comme Madame Oudia qui viennent sur le plateau de télévision, devraient aussi être outillés. Quand vous venez comme ça, dites-nous que les budgets de l'État pour l'année 2020, nous avons l'ambition de les chiffrer à autant. Maître Bongambo, j'ai suivi les présidents. Je vous rappelle la question. Les discours du président, madame, je l'ai suivi. Vous savez, moi j'ai ma façon de voir les choses. Qu'est-ce que j'ai constaté? Je commence par la forme. J'ai vu les présidents parler et à côté il y avait un groupe, je crois, de 5 ou 6 personnes. Je voyais beaucoup plus, c'est le professeur Ebéran qui tapait plus très fort les mains. Mais essayez de vous souvenir du discours du maréchal Mobutu quand il parlait. Mais c'est la salle qui tremblait. Ce n'est pas parce que Mobutu est beau, mais c'est parce que le maréchal Mobutu avait un discours avec un contenu qui attirait tout le pays du monde. Oui, j'ai entendu le président dire par exemple, là au moins j'applaudis. Quand par exemple il dit, ça c'est une ambition qu'il exprime. Il dit qu'il va remonter les budgets de l'enseignement de 8 à 20%. Et que donc ça pourra avoisiner la moyenne fixée par l'UNICEF. C'est une très bonne chose. Mais il faut nous expliquer techniquement. Cet argent, vous le prenez où? Et vous voulez quand vous le prenez ça du haut de la tribune des Nations Unies? Madame, et puis mais il devait, parce que moi j'ai constaté encore que le président, son discours, c'était beaucoup plus un bilan de 6 mois qu'il présentait devant les Nations Unies, avec beaucoup de mensonges d'ailleurs. Un bilan et des projections aussi la question de gratuité, par exemple. Est-ce que le président, je crois, à partir de New York, il n'a pas été informé qu'au Sud Kivu, les anciens sont en grève déjà? Il n'est pas informé? Merci, Maître Bongambo. Maître Oudia, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce discours? Je dirais tout, parce que le président est passé pratiquement en revue, non seulement sur ce qui concerne son propre peuple, qui est le peuple congolais, mais l'Afrique en général. Il a défendu les intérêts de l'Afrique, aller jusqu'à demander une révision de l'institution, et même l'institution Nations Unies. Ce sont du courage que plusieurs autres n'ont pas eu. Parce qu'il n'est pas normal que les Nations Unies, qui très souvent les traitent avec beaucoup de rigueur les problèmes des Africains, mais parmi, il n'y a pas des Africains représentés. En parlant justement de l'Afrique, il a plaidé pour qu'on puisse lever les sanctions qui pèsent sur le Zimbabwe. Ça a été mal interprété. On pense même que le président entretient l'impunité. Pas du tout. Le président n'entretient pas l'impunité. Il l'a précisé. Les sanctions en question, elles datent des camps de 2002. Mais aujourd'hui, est-ce que les circonstances des 2002 continuent à être les mêmes jusqu'à aujourd'hui? C'est ainsi que le président a précisé. Permettez-moi parce que de lui paraphraser, parce que il a été très précis dans son discours pourquoi il tenait tel et tel autre mot, pourquoi il les mettait à sa place. Il a dit dans son texte que une fois que vous sortez un texte dans son contexte, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une fois que vous placez dans sa bouche un mot qu'il n'a pas utilisé, c'est intentionnellement que vous le faites et vous allez l'analyser tel que vous l'entendez. Le président de la République, permettez-moi d'y revenir, n'avait jamais empêché qui que ce soit d'initier une quelconque action. Vous êtes, je comprends, et votre souffrance, je pense qu'elle est tout à fait partagée, celle de vouloir voir justice être faite. Vous allez vous souvenir, il y a quelques jours, qu'il y a l'honorable Jérôme Mumba qui a initié une action contre M. Kalev. Et pourquoi
n'est pas vous qui vous dites membre des mouvements citoyens, victime, ainsi de suite, saisir la justice. Je suis écœurée d'entendre de mes co-débatteurs que ça devrait être le président de la République qui prenne toutes les initiatives, qui prenne toutes les actions. Mais où est la place du procureur général? Le procureur général met l'action publique en mouvement, même par oui dire. Vous n'avez pas besoin de justifier de votre qualité pour amener le parquet à ouvrir une instance judiciaire. Mais faites-les, agissez. C'est ainsi que le président de la République voudrait que chacun pose un acte précis. Et même la première dame, dans son discours, elle précise toujours qu'un geste, de qui qu'il vienne, dès lors qu'il sait procurer de la joie, du bonheur à quelqu'un, mais faites-le. Ne vous limitez pas à dénoncer. Vous reprocherez quelque chose au président de la République si vous initiez une action quelconque et que lui l'empêche. Ce serait ça, prouver sa culpabilité. Il voudrait que les justices soient prises, les victimes soient bien entendu prises en charge. Et la prise en charge d'une victime n'est pas seulement l'indemnisation, n'est pas seulement mettre à sa disposition ou à la disposition de sa famille de l'argent ou la scolarisation de ses enfants, ainsi de suite. Mais c'est aussi rendre justice. Et rendre justice ne devrait pas seulement être attendu du président de la République, comme je l'ai déjà si bien dit. Initions des actions, menons-les de sorte à voir la justice être établie. Merci, Maître Odia. On va revenir également sur la mission des Nations Unies au Congo. Le chef de l'État, contrairement à son prédécesseur qui lui avait sollicité le départ de la MONUSCO, Félix Tshisekedi note que la RDC a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO non pléthorique, bien équipée et forte. Oda Bongambo. Bon, madame, j'ai entendu ici, elle a paraphrasé la première dame. Donc c'est une autre institution. Les présidents demandent que la MONUSCO reste. Et je crois que ça a toujours été l'option soutenue par la MOCA. Et que aussi sur ces points précis, les présidents demandent à la MONUSCO de rester, c'est une bonne chose. Mais nous demandons que si la MONUSCO reste, que la mission de la MONUSCO soit requalifiée. Que la MONUSCO arrête de continuer à demeurer éternellement une mission d'observation, mais qu'elle devienne une force agissante sur le terrain. Mais est-ce que finalement, c'est pas Joseph Kabila qui avait raison? Parce que quand on regarde aussi les résultats sur le terrain, la MONUSCO est inefficace. Il avait raison aussi de demander leur départ. Madame, la MONUSCO est devenue encombrante pour Joseph Kabila à quelle époque? Je crois que vous le savez, parce que être journaliste, c'est aussi être historien. D'accord? Et je sais que vous l'êtes. Joseph Kabila est devenu aussi à MONUSCO quand la MONUSCO a commencé à demander son départ, tout simplement. On sait comment ça s'est passé 2006, 2007 avec ça, vous savez. Il y a des gens qui continuent à mourir alors que la MONUSCO est là. Quand la MONUSCO lui était favorable, ça ne posait pas de problème. C'est seulement quand la MONUSCO a commencé à dire, mon frère, votre temps est fini. Nous, on se focalise sur les résultats sur le terrain. Dans l'est du pays, chaque jour, les milices continuent à massacrer la population. Et ça, vous le savez très bien. Dites-nous en quoi est-ce que la MONUSCO est efficace. Pourquoi est-ce qu'on devrait garder la MONUSCO en RDC? Je veux également vous rappeler que la question de la sécurité dans le pays relève d'abord de la responsabilité et même de la seule responsabilité, pour ne pas dire la première responsabilité, du gouvernement. La MONUSCO vous vient en empouille, madame. Le président nous a promis pendant la campagne électorale, je ne sais pas si ces gens prennent note quand le président parlait pendant la campagne. Il a promis beaucoup de choses, beaucoup, qu'il ne réalise pas. Merci Oda Bongambo. Jonathan Gwele, on va revenir sur les priorités sociales. Félix Tshisekedi a aussi évoqué sa détermination à rendre effective la gratuité de l'enseignement. Merci madame. Je m'avais rapidement, avant d'aborder la question, rappelé à madame Moudia que nous ne sommes pas un mouvement citoyen, nous sommes un mouvement politique. Et je n'ai pas ouï dire ici
que la réparation est seulement en termes pécuniaires. Je sais que là, Mme Oudia soutient la déclaration du ministre de l'économie qui a demandé à ce qu'il puisse être alloué un fonds pour les victimes. Nous voulons à ce que les gens répondent. Nous voulons à ce que les gens soient effectivement arrêtés et détenus. Nous ne voulons pas de sommes d'argent. La famille de Thérèse Kapanga ne demande pas de l'argent, moins encore celui de Rossi Mukendi. Nous demandons une réparation de la justice. Nous ne demandons pas de fonds. À la question du social, madame, nous avons tous vécu au Congo et nous continuons à vivre au Congo. Le social du Congolais est amer. Aujourd'hui, par exemple, au Kasaï, à l'est de la RDC, notamment à Lubumbashi, on ne sait trouver le maïs. Et si on le trouve, on ne sait le trouver à un prix dérisoire. Simplement parce que les ministères de l'économie ou les gouvernements n'ont pas mis en place une politique en même de sécuriser l'économie de ces pays, madame. Et ça, sous le couronnement de notre très cher et honoré professeur Sylvestre Lunkamba, qui n'est pas encore à même de nous présenter ses projets de gouvernement. Et c'est ces budgets-là qui va nous aider à alimenter tout ce secteur-là. Madame, mon peuple meurt de faim. Et le président de la République a plein pouvoir d'agir comme il a dit là. Nous souhaitons que cette gratuité-là soit efficace. Mais pas qu'à Féchi, les enfants n'étudient pas, à Kolwezi, les élèves marchent. Non. Nous voulons voir de la réalité sur le terrain. Merci. Nous voulons voir les 2,6 milliards alloués réellement. Nous voulons voir le professeur toucher les $250 tel qu'il a promis les chefs. Merci. Et nous allons les soutenir parce que nous l'accompagnons dans sa vision. Nous voulons le voir réussir. Et non les souhaits des gens du cash qui ne veulent pas voir le président réussir. Merci Maître Ngolé. Maître Oudia, le président veut à tout prix que la gratuité de l'enseignement soit effective. Ça a été décrété, mais on sent bien que le projet bat de l'aile. Hein. Déjà au Sud Kivu, il y a le mouvement des grèves qui sont déclenchés. Avant de répondre à votre question, je m'aimerais relever le fait que je suis restée sous ma soif lorsque j'entendais mon co-débatteur d'en face dire qu'il y avait plusieurs promesses tenues par le président de la République pendant sa campagne qu'il n'arrive pas jusque-là à les réaliser. Mais je voudrais entendre lesquelles, parce que si on doit répondre à votre question, madame, c'est que vous êtes informée, je pense, parce qu'il ne s'agit pas là d'une information de réseaux sociaux comme on veut nous les présenter ici. Mais il y a un état-major, l'état-major qui est maintenant à Béni. C'est une façon de... C'était l'une des promesses de campagne. C'était l'une des promesses de campagne qui est tenue. La chance que nous avons aujourd'hui, nous, peuple congolais, et c'est que le président de la République, le chef de l'État, est conscient du fait que toutes ces préoccupations du peuple, toutes ces aspirations profondes, ne peuvent trouver des réponses qu'auprès de lui. Je pense que vous l'avez suivi autant que moi. Il ne faudrait pas le suivre ou encore rappeler ses discours simplement là où vous pensez pouvoir le critiquer. Il a dit que le peuple a des aspirations, il se pose des questions. Il veut voir sa souffrance arriver à son terme. La gratuité de l'enseignement, c'est un défi. Au moment où il avait prononcé cette promesse, madame, vous allez vous souvenir que c'était terrible sur les réseaux sociaux pour dire ce serait avec quel budget, ce serait avec quelles écoles, ce serait ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il nous a démontré le contraire. Et il voudrait que nous nous approprions tous de cette gratuité parce que c'est par la volonté de tous qu'elle va progressivement atteindre tous ces niveaux. Parce que maintenant, là, ce n'est qu'un début. Vous voyez que même les enfants de la 7e et 8e attendaient déjà voir la scolarité gratuite, mais il est question d'y aller progressivement. C'est une promesse qu'il a tenue à 2 mois de son élection, mais aujourd'hui... n'a pas mis la charrue avant le bœuf. Mais pas du tout. Parce que finalement, on s'est il faudrait... On commence toujours par quelque part. On commence toujours par quelque part. Même un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Il ne faudrait pas toujours attendre. Finalement, on attendrait jusqu'à épuiser tous les 5 ans, madame. S'il faudrait attendre, aujourd'hui, on n'aurait pas des sauts de moutons dans notre pays. Entre-temps, à Kinshasa, entre-temps, nous souffrons des embouteillages, ainsi de suite. Mais le président ne veut pas toujours continuer à attendre. Vous voyez? Merci. Il faudrait au moins comprendre ça. Il voudrait déjà poser des jalons et la suite,
va arriver. Merci, Maître Odea. On va prendre le deuxième dossier. L'Assemblée provinciale du Congo central a refusé de livrer le gouverneur Atumatu Bwana à la justice. Ils l'ont exprimé à travers un vote. Est-ce que le procureur général n'est pas bloqué dans sa démarche, Maître Bongambo? Madame, je crois qu'en tant que citoyen, et non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que praticien du droit, je ne peux pas soutenir le fait que sur les réseaux sociaux, l'on voit la nudité d'un vice-gouverneur, ce n'est pas bon. Et puis surtout en tant qu'Africain, il y a donc les mœurs qui sont complètement dépravées. On ne peut pas soutenir ça. Je me dis que si les gouverneurs à Tours et son vice étaient sérieux, ils auraient dû démissionner d'eux-mêmes. Mais en même temps, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que les Fronts communs pour le Congo continuent à imaginer qu'il peut se permettre tout dans ce pays. Et je trouve que les comportements des députés du Congo central, c'est tout simplement une réponse qu'ils ont réservée à l'attitude arrogante du FCC. On sait que les gouverneurs s'est méconduit, ça on le sait. Ils devraient répondre de ces actes, ils devraient honorablement quitter ses fonctions pour être sérieux par rapport à ce qui s'est passé, les scandales qu'il y a eu. Mais cette façon de donner l'impression, et quand vous parlez, c'est avec arrogance, que c'est toujours nous, ils ont envoyé Maître Constant Moutamba qui a échoué. Les députés provinciaux ont tout simplement montré au FCC que vous ne devez pas continuer à faire la loi dans ces pays. Et maintenant... Et vous estimez, vous, que le FCC n'avait pas le droit d'envoyer cette équipe-là dans le Congo central? Je suis en train de parler de toute l'arrogance qui a entouré la chose. Hein, c'est ce qui m'intéresse, moi. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crois que le procureur est bloqué. Il va faire quoi? Il est bloqué. Parce que la loi donne comme préalable à la mise en accusation du gouverneur la levée de ses immunités. Et les députés ont refusé cela au procureur. Merci. Moi, je crois qu'il est bloqué. Sur le principe, il est bloqué. Mais que, certainement, puisque la beauté du droit, elle est faite des exceptions, on pourrait fouiner, passez-moi ces termes, on pourrait fouiner dans les exceptions du droit, peut-être un autre procédé pour mettre en difficulté le gouvernement du Congo central. Mais je dis que sur les principes, sur les principes, le PGR est à ce jour et en ce moment précis. Mais entre-temps, le gouverneur reste suspendu de ses fonctions. Madame, vous savez cette histoire de suspension des gouverneurs, moi j'ai fait mon travail de fin de cycle, je crois, de la licence sur le fonctionnement des institutions politiques provinciales. J'ai bien peur que les bêtises qu'on a connues, est-ce que vous savez qu'en 2011, Joseph Kabila était amené à modifier la Constitution, notamment l'article 198, uniquement pour régler ce qui se passait dans la province de l'Équateur. Moi, je crois qu'il faudrait voir la chose de manière globale. Merci. Pourquoi on a découpé? C'est pour assurer l'autonomie des provinces. Merci. Et il y a des procédés pour démettre le gouvernement, mais passer par des sanctions, par des suspensions. J'ai bien peur que la dictature revienne. Voilà, certains analystes estiment que la majorité absolue n'a pas été atteinte et par conséquent, le vote n'est pas valable. Il y a eu 21 voix contre 19. Maître Ngwele. Madame, la question du Congo central dénote simplement que nous sommes descendus très bas. Très bas où nous nous permettons même d'accorder de primes à l'injustice, de primes à l'impunité. Et c'est ce qui a été consacré par l'Assemblée provinciale du Congo central. Madame, nous avons vu, nous avons suivi. Et le procureur a entendu 2 personnes qui ont fait des allégations et qui, pour la beauté du droit, pour la bonne administration de la justice, il fallu que les élus provinciaux du Congo central lèvent les immunités de ces 2 personnalités. Éviter d'enlever les immunités de ces 2 personnes nous laisse dire aujourd'hui que dans ces pays, les tribalismes règnent toujours. Pourquoi je l'ai dit? Il s'est posé un débat avant le vote entre les cataractes et les bas-fleuves. Dans la salle, parce que nous avons eu de militants,
des cadres de notre mouvement qui étaient présents, il dit, certains disent, pas question qu'à tout part. Madame, est-ce qu'il s'agit de la question d'atout ou de la crédibilité donnée à nos gouverneurs? Nous avons vu dans le passé des ministres qui sont méconnus. On s'est contenté simplement de les révoquer, sans être inquiété. Et c'est ce qui continue, malheureusement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce vote-là? Madame, il est valable? Il fallut d'abord que nous puissions scruter les règlements intérieurs de l'enseignement professionnel du Congo central. Si tel est le cas et que la majorité n'a pas été atteinte tel que souhaité, le droit est large. C'est un terrain qui n'est jamais limité. Merci, Maître Nous allons, ils peuvent bien sûr saisir le Conseil d'État qui va annuler ces votes-là et répondre. Et cette fois-là, espérons qu'ils vont obtenir ce qu'ils cherchent. Mais s'ils ne l'obtiennent pas, nous inviterons la personne qui nomme la théorie de l'acte contraire. C'est le président qui a investi ses gouverneurs. Que les présidents, toujours ces mêmes conseillers-là qui ne veulent pas voir le président de la République, la personne qui a la responsabilité depuis les 80 millions d'habitants, de dire au président qu'il a le pouvoir de révoquer ces gouverneurs-là et d'appeler aux élections pour cette province. Merci, Maître Ngolé. Maître Odia, quelle sera l'issue de cette affaire? Puisqu'on dit que le procureur général est bloqué dans sa démarche. J'aimerais revenir sur le fait que le procureur général, à mon avis, s'est bloqué dans la procédure. D'abord parce que, d'une part, pendant que les faits s'est commettés, il avait croisé les bras, alors qu'il pourrait se retrouver dans l'hypothèse des flagrances qui n'auraient pas donné lieu à une demande élevée des immunités. D'autre part, lorsque vous lisez sa lettre portant demande élevée des immunités, vous voyez que le procureur général viole déjà le secret de l'instruction, où il commence déjà par charger les concernés. Alors qu'il pouvait se limiter à nous dire qu'il y a une action ouverte à charge de tel monsieur, le gouverneur et son adjoint, et que pour permettre à la justice de faire son travail, on a besoin de la levée des immunités parce qu'il s'était déjà davantage éloigné du temps voisin. Voilà. Mais voilà que tout cela n'a pas été observé de cette manière. Et de l'autre côté, les députés, ils oublient toujours, malheureusement, qu'ils sont porteurs d'un mandat. Et lorsqu'il est question de prendre position dans telle circonstance, il faudrait tout le temps se demander, mais que veut le peuple de qui nous avons tiré notre pouvoir? Le peuple du Congo central se sent déshonoré par le comportement du gouverneur et de son vice. Mais pourquoi ces députés n'ont pas réfléchi à la place du peuple? Ils ont préféré plutôt laisser de la place au tribalisme ou aux intérêts personnels. On parle encore de la corruption. Et j'ai entendu, ou j'ai encore appris qu'il y a des enquêtes qui seraient menées sur ce point. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant là? Et c'est ça, madame. Il y a eu une suspension administrative. Il faut se demander, il a s'agit de quelle suspension? C'était une suspension sanction ou une suspension préventive? Mais à ma connaissance, il s'agit d'une suspension administrative. Si c'est une suspension préventive, et dans ces cas, c'est que l'administration ou encore le ministre de l'Intérieur est en train de poursuivre des enquêtes à ce niveau sur les plans administratifs. Et ce n'est qu'à l'issue de ces enquêtes que l'on pourrait faire des propositions. Merci, Maître Odia. On va chuter par cette information. L'ancien président de la République française, Jacques Chirac, a tiré sa révérence jeudi à l'âge de 86 ans. Odo Bongambo, quelle image laisse Jacques Chirac, l'Africain, comme on aimait bien l'appeler, à l'Afrique? En une minute, hein, parce qu'on a, 20 secondes on a consommé les temps qui nous étaient impartis. Mais vraiment rapidement. Que le président de la République, dans ce cas précis, ne peut pas révoquer le gouverneur parce que le président ne peut le révoquer que lorsqu'il y a crise persistante entre les deux institutions au niveau de la province. Et non seulement ça, la modification de la loi de 2013 au niveau de l'Assemblée nationale, la loi sur la libre administration des provinces, a consacré le fait qu'il y a crise, entre autres, parce que M. Chirac a donné un contenu à la compétence du président pour révoquer le gouverneur. Le président ne peut révoquer le gouverneur que lorsque le gouverneur pose des actes qui sont contraires à la loi. Et donc, dans ces cas précis, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il faut attendre que le gouverneur à tout pose des actes qui sont contraires à la loi pour que le président soit
habilité ou cas autorisé de corruption, par exemple, de malversation financière. Vous aimez beaucoup la rétrocommission, madame. Je sais que vous aimez ça beaucoup. Je réponds maintenant à votre question. Jacques Chirac, je retiens de lui l'un de ces dirigeants du monde qui ont rendu un mauvais service à la République démocratique du Congo. Il est parmi ceux-là. Vous avez suivi les tweets, vous avez suivi la déclaration, bon, pas déclaration, mais les propos de l'ancien président Joseph Kabila par rapport à la mort de Jacques Chirac. Comme par exemple, il dit que Jacques Chirac était peut-être le seul dirigeant au monde à avoir compris, à avoir intériorisé sa vision depuis 2002. Parce que quand il était venu au pouvoir en 2001, personne ne lui avait cru. Et que le seul à le faire, c'était Jacques Chirac. Et pour vous, ça c'est un péché? Vous comprenez? Non, je ne dis pas que c'est un péché. Mais je dis que ce sont des gens qui avaient de l'influence dans le monde. Mais qu'ils ont malheureusement utilisé leur influence, non pas en faveur de la population congolaise. On a bénéficié. En quoi on a bénéficié de l'influence de Jacques Chirac? En quoi on a bénéficié? Tout ce qu'on sait de lui est qu'il avait mis en place, il avait renforcé la pratique de la France-Afrique, qui permettait à nos présidents de lui envoyer de l'argent. Et c'est tout ce qu'il a fait pour enrichir la France et appauvrir le Congo. Avec le départ de Chirac, on pourra dire que c'est la mort de la France-Afrique. Adieu la vieille école, parce qu'actuellement, avec Macron, il considère plus l'Afrique comme un partenaire. Et non une attitude paternaliste comme le faisait Chirac. La mort de la France-Afrique à proximité, en fait. Parce qu'avec Jacques Chirac, c'était l'Afrique à proximité. Je me rappelle encore que lorsque le président Chirac, en son temps, a reçu le sénateur à vie, Joseph Kabila, au-dessus duquel ils ont échangé, après, il y a eu de financement alloué à la République. Ce n'était pas de financement alloué à la personne de M. Kabila à l'époque. C'était des financements alloués à la République pour l'avancement et le bien-être des Congolais. Et il n'a pas fait ça qu'au Congo. Donc, il a fait tout n'a pas été que mauvais. Tout n'a pas été que mauvais pour Jacques Chirac. Ensuite de cela, c'est un politicien fait. Il a brigué toutes les fonctions. On rappelle qu'il a fait un parcours élogieux, 2 fois président de la République, plusieurs fois Premier ministre et même maire de Paris, je crois. Donc, la mort de Jacques Chirac doit plutôt nous servir à nous qui venons dans la classe politique. Savoir qu'à un certain moment, il faut privilégier l'intérêt de son peuple. Jacques Chirac, pendant qu'il était même malade, il a travaillé pour l'intérêt de son peuple. Et il a voulu assez que les relations entre la France et l'Afrique soient des relations à proximité. Pas comme l'a fait Nicolas Sarkozy en voulant tirer sur l'Afrique. Maître Odia, c'est la vieille école qui s'en va avec la mort de Chirac? Pas du tout, madame, parce que vous l'avez bien appelé l'ami de l'Afrique. On va retenir de Jacques Chirac le président courageux qui a eu le courage, je le répète, de dire que les Occidentaux profitaient de l'Afrique. Et cette façon de voir les choses, ou de le dire, a créé un certain éveil. C'est ce qui a poussé les Africains, ou même les Occidentaux, à davantage réfléchir sur ces questions. Parce que l'Afrique a autant de richesses, mais malheureusement, qui profite aux autres. Aujourd'hui, c'est déjà un courant qui est pratiquement mis en place, qui réfléchit sur ces genres de questions. Je ne pense pas que cette gymnastique pourrait s'éteindre avec le décès de Jacques Chirac. Donc, il avait déjà fait poser les jalons, comme je peux bien le dire, et c'est un travail qui va se perpétuer. Voilà, c'est la fin de ce 45 minutes. Ça a été un plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Odia Arlette de la Dynamique Congo Unie, un parti politique membre de la coalition Cash, Odon Bongambo de la coalition Lamouka et Jonathan Mbouélé du mouvement pour l'amour du Congo, PAC en sigle. Suivez également cette émission désormais sur notre chaîne YouTube Rita Bitota. Donc je vous prie de vous abonner et de nous suivre également sur notre compte Twitter. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit, à la même heure et avec le même plaisir. Merci.